Peux-tu nous présenter un peu l'OACI? Alors, je pense que tu peux lancer la présentation en même temps. Bonjour Patrick et merci à tous d'assister à cette présentation. Je vais vous présenter rapidement ce que c'est que l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc c'est une agence spécialisée des Nations Unies. Alors, désolé, les slides sont en anglais, mais la traduction, je pense, est aisée. Qui a été établie par un document qu'on appelle la Convention de Chicago en 1944. Donc si vous comptez bien, c'est les 80 ans cette année de l'OACI. Qui aujourd'hui compte 193 États membres. Le rôle de l'OACI, il est assez simple, il s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est de délivrer des instruments légaux au travers de conventions, de protocoles, de résolutions, de standards et de pratiques recommandées, qu'on appelle SARPS, qui s'adressent exclusivement aux États et aux autorités de surveillance des États. Donc par capillarité et par héritage, les États ensuite mettent en place directement sur leur industrie ces exigences produites par l'OACI. Pour statuer et réglementer ça, c'est 19 annexes. Ces 19 annexes qui adressent l'ensemble de l'aviation, pas que la cybersécurité, mais l'ensemble de l'aviation. Le deuxième pilier, c'est une capacité d'audit des États, de conformité à ces standards. Et le dernier pilier qui est essentiel aussi, c'est l'assistance aux États pour l'implémentation de ces pratiques recommandées. La devise de l'OACI étant en anglais « No country left behind », donc on ne laisse aucun pays derrière, et donc essayer d'avoir une homogénéité sur le déploiement des solutions. Un petit résumé, un petit historique de ces conventions. Elles sont focus sur ce qu'on appelle la security ou la sûreté de l'aviation. Donc vous pouvez voir qu'il y a des éléments assez importants qui sont notamment les répressions de tous les actes illicites. Et on regarde la Convention de Montréal en 1971 qui était qui portait atteinte à la sûreté, la safety, pardon. Sécurité de l'aviation civile. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'OACI est basée à Montréal et un certain nombre de bureaux régionaux. Il dépend des Nations Unies, c'est bien ça, si j'ai bien compris? Elle dépend des Nations Unies, c'est une organisation des Nations Unies, mais qui a son propre mode de fonctionnement, mais le modèle est assez équivalent, c'est-à-dire un conseil et un secrétariat général pour assurer notamment la délivrance de certains guidance. Peux-tu nous préciser un peu donc l'annexe correspondant à la cybersécurité, la 17, je crois, C'est juste. Alors avant de parler de l'annexe 17, on a effectivement 2 annexes. Désolé un peu pour je sais pas si la présentation est peut-être pas très adapté. On a 2 annexes qui adressent, on va dire, le sujet de la sécurité ou la security, la sûreté ou la security. La première annexe qui est l'annexe 9, qui est la facilitation, et ça, quand vous prenez l'avion, c'est votre expérience passager. Vous êtes un passager autorisé à vous déplacer normalement dans une enceinte aéroportuaire, donc il y a des mécanismes de conformité. On peut y voir que ça adresse les sujets de la border security, la partie détection, la partie des visas, etc., sur la partie facilitation. L'annexe 17, elle, va s'attacher à la sûreté de l'aérien et notamment aux infrastructures et aux équipes. Dedans, on peut y voir que cette annexe 17 couvre la cybersécurité, couvre aussi les infrastructures critiques et un certain nombre de sujets qui sont plus dédiés et plus focus sur les aéroports, par exemple, sur les opérateurs aériens, sur les Air Navigation Service Providers, les fournisseurs de services navigation aérienne, etc., etc. Ce qu'on peut dire en plus donc sur cette annexe, c'est très simple, c'est un document qui sur la cybersécurité qui est assez court, 2 chapitres, le chapitre 4.9.1, le chapitre 4.9.2. Le premier, c'est ce qu'on appelle le standard, la norme qui est auditable. Le deuxième, c'est une recommandation. Et ce qu'on dit, en fait, on demande à tous les opérateurs, et donc là, on s'adresse aux États et aux autorités de surveillance, de s'assurer que les informations critiques et les communications et les technologies de communication associées sont clairement identifiées et que les mécanismes de protection des données sont aussi en place. Ensuite, sur la recommandation, on demande aussi que, et là on parle de gestion du risque et d'analyse du risque, soit fait en conformité avec les bons niveaux de confidentialité, intégrité
et disponibilité qui sont identifiés pour les systèmes critiques. Donc deux lignes assez simples et auditables. Si je continue, donc ça c'est sur la partie, donc ça c'est pour les annexes et c'est la partie auditable. On a un autre moyen et un autre pilier sur lequel travaille l'OACI, c'est les instruments légaux. Et si on regarde sur la partie cybersécurité, les deux documents qui sont essentiels sont la Convention de Pékin et le protocole de Pékin qui ont été signés en 2010. Qu'est-ce qu'il y a derrière, notamment sur la Convention de Pékin comme toute convention, c'est des conventions qui sont établies de manière bilatérale entre les États. Donc ce qu'on demande aux États, c'est de souscrire et de signer cette convention. Et ça donne un moyen légal d'amener juridiquement un auteur ou un acteur d'actes de cyberattaque, et donc il est condamnable en regard de cette convention de Pékin. Sur le protocole de Pékin, c'est un protocole donc un peu plus technique. Ce qu'on dit, c'est qu'on se concentre pas uniquement sur une attaque qui aurait lieu au cours d'un vol. On étend une attaque qui aurait lieu avant le vol, pendant le vol et après le vol. Et tout en protégeant toujours la sûreté aérienne. Ça implique tous les acteurs de la chaîne, hein, si j'ai bien compris. Ça implique tous les compagnies aériennes, constructeurs. Les conventions, effectivement, les conventions sont établies entre États. Après, chaque État, au travers de son autorité de surveillance, va le décliner et l'appliquer en fait à l'ensemble de ces acteurs qui touchent à la chaîne. S'il a identifié la chaîne complètement, ça c'est pareil, ça dépend effectivement. C'est une souveraineté des États et l'État est seul responsable en fait de la publication et de cette gestion de ces acteurs. Si tu peux nous rappeler un peu donc le mode de gouvernance, les interlocuteurs de l'OACI, ce sont les États, ce ne sont pas les acteurs. Alors c'est pas, effectivement les acteurs et notamment au niveau du Conseil de l'OACI, ce sont les États, c'est les États membres du Conseil qui statue, qui est quelque part, si on fait un rapport, une analogie avec le monde privé, quelque part c'est le board, c'est lui qui va décider de la stratégie et du déploiement potentiel de certaines actions. Bien évidemment, les États peuvent pas travailler tout seuls, et encore plus dans le monde de l'aviation. Donc en fait, je ferai un focus un peu plus sur la gouvernance tout à l'heure, mais on travaille avec des experts, on travaille avec les experts de l'aviation, on travaille avec des experts qui sont aussi d'autres secteurs, soit effectivement aussi on a la partie contre-terrorisme et on travaille aussi avec des agences, nos agences équivalentes, on va dire, qui traitent par exemple UNOCT qui va s'attacher au contre-terrorisme. On a des contacts aussi avec l'organisation maritime internationale. Donc tout ça ne se fait pas tout seul en silo et on essaye de partager le plus possible. Donc, le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance. Alors, je voudrais juste sur la partie stratégie, notamment de cybersécurité adaptée à l'aviation. Il y a un troisième outil qui est utilisé. Je suis désolé, c'est peut-être un peu technique, mais comme toute agence des Nations Unies, on est rythmé par des assemblées. Pour l'OACI, les assemblées ont lieu tous les 3 ans. On essaye, le rythme essaie d'être maintenu comme ça. Et en fait, à chaque assemblée, la dernière a été la 41, l'assemblée à 41, il y a une résolution, et notamment la résolution 19, qui adresse spécifiquement le sujet de la cybersécurité et qui dit, alors, ou aux États, ça peut s'adresser aux États, ou à l'OACI, au secrétariat général, de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments. La coopération internationale, par exemple, mettre en place la gouvernance adaptée, s'assurer que de l'efficacité de la législation, et notamment de s'assurer que la Convention de Pékin de 2010 est ratifiée par le plus d'États, voire les 193 États membres, la mise en place de politiques de cybersécurité, le partage d'informations, la gestion des incidents et puis la gestion des plans de contingence. Et le dernier point qui est aussi essentiel, c'est la mise en place de solutions de capacity building, de formation et la mise en place de ce qu'on appelle la cyber security culture. On a eu la safety culture, on a eu la security culture et on va mettre en place cette partie cyber security. J'ai encore un peu de temps. Donc il y a aussi un plan d'action qui est décliné et qui est aussi mis en place. Donc il y a ce plan d'action est plutôt un document opérationnel, on va dire. Sa première édition de 2020. Et pour revenir sur les assemblées qui avaient été demandées lors de l'assemblée 40,
Il y a une deuxième édition qui a été publiée en janvier 2022 et tous ces documents-là et ces plans d'action-là sont aussi publics et disponibles. Ça veut dire que chaque acteur peut suivre, monitorer l'implémentation ou la stratégie, et puis chaque État aussi a en capacité de suivre ces éléments-là. Tu veux donner un exemple, pardon, sur le slide précédent, les 32 actions prioritaires ou les 51 tâches, juste un exemple pour illustrer le... Dans les 32 actions prioritaires, par exemple, c'est effectivement la mise en place de formations ou de sensibilisation. Et ça se traduira, on le verra un peu plus tard, par des événements régionaux qui vont spécifiquement adresser la cybersécurité. On s'attache à avoir un maximum d'États présents lors de ces événements régionaux. On va essayer aussi de mettre en place des exercices de tabletop exercise sur le sujet. Tout ça, souvenez-vous, pour être conforme un peu à cette devise de l'OACI, c'est-à-dire de ne laisser personne derrière et de s'assurer que il y a un certain déploiement homogène, en tout cas, de ce sujet-là. Et ça, c'est clairement l'objectif. Alors peut-être que ça vous parle pas en Europe, parce que le cadre réglementaire externe, que ce soit la NIS 2 ou la loi de programmation militaire pour l'État français, est bien en place et force un certain nombre de choses. Quand on regarde dans le monde entier, par extension, c'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir aussi ces références-là et ces éléments-là. Je vais enfin pouvoir parler de gouvernance, Patrick. Tout en haut, le cercle orange, c'est le conseil. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'équivalent du board. En dessous, on a des comités ou des commissions. L'ANC étant la commission de navigation aérienne. On a un comité de sécurité, Aviation Security Committee, de sûreté aérienne, pardon. Et un comité du transport aérien. Le deuxième comité en partant de la gauche, c'est un comité qui est tout récent, qui a eu sa première réunion de mémoire en mois d'octobre, qui est le Ad hoc Cybersecurity Coordination Committee, dont l'objectif est de s'assurer que l'ensemble de ce que je vous ai décrit précédemment se déploie et est conforme, et donc a bâti un plan de travail en cohérence avec la stratégie et pour s'assurer d'un certain nombre de déploiements opérationnels. Ensuite, on a ce qu'on appelle des panels qui sont des organes vraiment techniques et c'est ici qu'on va retrouver les experts. Donc en vert, on a des panels, on va dire, opérationnels, sans les citer, mais en citer un, par exemple le RPAS, qui est le Remote Pilot Aircraft System, qui s'attache en fait à cadrer et à définir le vol, l'utilisation des drones, mais pas que les drones, de petits drones qui pilotent, hein, le AirPass, donc téléguidé, télépiloté à distance. Et puis en bleu, vous avez des panels qui sont des panels techniques de cybersécurité dans lesquels on travaille sur l'identification des menaces, sur la caractérisation des risques, sur la production de cybersecurity policy, et pour lequel il y a effectivement les États autour de la table, mais il y a aussi les experts et les associations qui représentent les compagnies aériennes, des fournisseurs de services navigation aérienne, les aéroports et j'en passe. Donc ça, c'est pour le modèle de gouvernance. Juste pour terminer rapidement sur la partie capacity building, en l'OACI, en partenariat notamment avec Embry-Riddle, qui est une université américaine basée en Floride, a mis en place une formation qui est accessible aux acteurs de l'aviation, qui s'attache à définir le minimum, le leadership minimum pour les acteurs de l'aviation, en regard de la cybersécurité et des risques qui seraient associés. Et on a une deuxième formation possible qui, elle, est toujours en partenariat avec un acteur essentiel qui est l'autorité de surveillance britannique, CAA UK, qui délivre l'Aviation Cybersecurity Oversight, qui elle aussi est une brique de formation et de capacité qu'on a identifié tout à l'heure dans les actions et dans les résolutions qui étaient demandées par l'Assemblée de l'OACI. Alors, on suppose que sur le terrain, comme tu l'as évoqué il y a 2 minutes, certains pays peuvent être un peu à la traîne. Comment ça se passe pour auditer, pour
pour vérifier que tous les standards sont bien respectés? Alors, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, l'OACI, elle a une capacité d'audit, pas uniquement sur le sujet cybersécurité, donc elle a une capacité d'auditer ces 19 annexes, d'auditer les États. Donc, je le dis, c'est important d'auditer les États. Et donc, le sujet de cybersécurité par le chapitre 4.9.1 qui existe dans l'annexe 17 dans sa 12e édition. Pour petite anecdote, l'annexe 17, c'est pas une index qui vient de sortir, elle a 50 ans cette année. Donc 80 ans, 50 ans, le bel âge. Et donc, on audite la 4.9.1, les chapitres 4.8, eux, sont associés à la sûreté aérienne. Et ce que vous pouvez voir, le chiffre, c'est un pourcentage. Alors, c'est un pourcentage de conformité par rapport aux États qui ont été audités, c'est pas un pourcentage de conformité de la région. Et vous pouvez voir que les régions sont représentées, donc la partie Amérique du Nord, la partie Amérique du Sud, la partie Afrique de l'Ouest, l'Europe, la partie Asie-Pac, Middle East et l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Ça vous donne une idée de conformité et de l'état un peu de maturité, on va dire, en termes de cybersécurité. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi un outil qui est assez puissant pour les États qui ont peut-être pas un État qui a été en capacité d'identifier les infrastructures critiques ou autres. Et donc c'est un moyen aussi pour les aviations civiles d'aller voir leurs États en disant écoute, moi on m'a demandé ça, j'arrive pas à le faire, aide-moi. Et donc ça a un cercle un peu vertueux qui est d'amélioration de l'ensemble de l'écosystème pour un État, pas uniquement aviation, ça en profitera peut-être à l'énergie, à la santé ou à d'autres domaines, quoi. Juste une question en aparté, on n'en avait pas parlé en préparant cet avis d'expert, mais NAC, enfin, aux Amérique du Nord, les chiffres ont l'air assez faibles, non? Enfin, je suis un peu surpris. Ouais, mais je peux pas vraiment me positionner sur ce sont des chiffres, voilà, je vais pas, faible ou pas faible, c'est toujours pareil, si on regarde de nombre d'États audités, donc, on peut imaginer que si on n'avait que 4 États, il y avait qu'un seul qui avait été, qui était, on va dire, en conformité avec la 4.9.1, ou en tout cas qui avait une conformité complète. Ça n'interdit pas des conformités partielles. Ouais. Ok, merci. Et quels sont bon, tout ça, c'est pour assurer la cybersécurité, bien entendu. Quel problème, enfin, les problèmes en termes de cybersécurité au niveau aviation, pour l'instant, c'est virtuel, ça existe? Globalement, de façon générale. Ce serait mentir que de dire que ça n'existe pas. Enfin, ça se voit, je pense, régulièrement dans la presse. C'est des États des actions qui peuvent être menées. Donc, elles ont effectivement des impacts divers et variés. Elles touchent divers espaces et divers domaines, on va dire, de l'aviation. Du défacement de sites web à des exploits de modifier dans des aéroports, les annonces du départ des vols, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une approche par les risques, une gestion des risques qui est identifiée au niveau de l'OACI, mais aussi au niveau des acteurs. Et cette démarche-là, elle doit s'améliorer, clairement, mais c'est quelque chose qui existe. Et l'OACI a identifié un certain nombre de scénarios d'attaque avec les impacts potentiels et aujourd'hui avec l'état des occurrences et de probabilités qu'on a en tête. Je ne vais pas citer d'exemple particulier. Voilà, Pas de souci. Pour finir, il nous reste 40 secondes. Les étapes suivantes, en tout cas pour l'OACI, effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la partie séminaires régionaux de sensibilisation. Et effectivement, vous avez vu la map mondiale. On doit augmenter notre collaboration avec les autres agences des Nations Unies. On a 2 événements qui vont être importants cette année pour nous. L'ICAO Security Week qui sera probablement en fin d'année à Oman. Donc il y a un sujet une semaine qui adresse facilitation, security, cyber security. Et le InCyber Forum North America Montréal qui verra une scène dédiée au transport avec le maritime, l'aviation et l'aérospatial. Voilà. Je pense qu'on est dans les temps. Merci beaucoup. Merci à tous.